L'une des singularités des sciences de gestion est de se défier des mots un peu trop valises ou fourre-tout, comme par exemple l'entreprise ou la firme des économistes, ou le marché. Voilà, le tout entreprise, le tout marché. Une des manières d'appréhender la complexité des situations et leur diversité, c'est d'affiner le grain. Gérard Irigoyen, bonjour. Les entreprises familiales, défis et performances. Vous venez de publier cet ouvrage collectif que vous avez dirigé aux éditions Economica et vous nous proposez un voyage au sein de cette catégorie particulière d'entreprises que sont les entreprises familiales. Elles présentent des défis, elles sont des performances parfois que l'on présente comme des surperformances. Voilà, c'est quoi l'entreprise familiale et quelle particularité? Bien, merci d'abord Jean-Philippe Denis de m'avoir convié à parler des entreprises familiales. Permettez-moi d'abord de dire très rapidement qu'il fallait beaucoup de culot, il y a 25 ans, pour s'intéresser aux entreprises familiales, en tant que domaine de recherche universitaire. Parce que peu de gens s'intéressaient à l'université et dans le monde de la recherche en sciences de gestion à cette catégorie particulière d'entreprises. Et je dirais que beaucoup de vins dans le monde économique avaient prédit que face à la montée de la technostructure et de la financiarisation des économies, les entreprises familiales allaient disparaître. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette catégorie d'entreprise, de par le monde, quelle que soit la taille, l'entreprise familiale est protéiforme. Michelin est une entreprise familiale et la petite entreprise du coin, fondée en famille, est aussi une entreprise familiale, surtout si elle est à la deuxième génération. Donc, cette catégorie d'entreprise est intéressante parce que, en termes de création de richesse, c'est-à-dire de contribution au produit intérieur brut, c'est la catégorie d'entreprises qui contribue le plus à la richesse des économies nationales. Et cela de par le monde. Beaucoup d'études réalisées par des grands cabinets de conseil l'ont démontré. Et que deuxièmement, et c'est le point qui m'intéresse le plus, vous l'avez bien dit, elle constitue un objet de recherche à part parce que le mode de gouvernance est spécifique. Il s'agit de faire coexister deux systèmes qui finalement fonctionnent sur des valeurs différentes. L'entreprise, censée fonctionner sur un mode rationnel, et la famille, qui est censée fonctionner plutôt sur un mode émotionnel. À la rencontre de ces deux mondes est l'entreprise familiale. Et vous avez compris que cette rencontre, souvent, est un lieu de conflit. On va y venir. Alors, premier point, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on est loin de l'entreprise comme un simple nœud de contrat qu'il s'agirait de gouverner. Voilà, l'entreprise familiale, on retrouve de l'épaisseur, de la chair, de l'histoire longue. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, et votre ouvrage insiste beaucoup dessus, on intègre l'émotion. On pense les rivalités, on pense les conflits. La famille, c'est ça. C'est avant d'être un lieu apaisé et un lieu où il fait bon vivre, c'est aussi un lieu de tension. On pense par exemple aux questions de succession, on pense aux questions de jalousie. En préparant cet entretien, vous m'évoquiez René Girard. Oui. Alors, justement, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la famille me fait penser souvent au monde des Atrides. Et il faut faire en sorte que les conflits familiaux ne débordent pas sur l'entreprise. C'est pour cela que, dans le cas particulier de l'entreprise familiale, il faut organiser la gouvernance de la famille. Vous êtes un des fervents partisans du conseil de famille, par exemple. Oui, justement. Eh bien, dans l'entreprise, on connaît les organes de gouvernance, conseil d'administration, assemblée des actionnaires. Mais il faut organiser la gouvernance de la famille. Il y a un organe de gouvernance essentiel, c'est le conseil de famille. C'est un organe qui n'apparaît pas dans les organigrammes, bien entendu,
qui est informel, mais qui joue un rôle essentiel. Il a pour mission principale d'aboutir à la rédaction d'une charte familiale. Et je fais partie des gens qui pensent que le processus qui conduit à la charte est plus important que la rédaction de la charte elle-même, parce que lorsque l'acte existe, c'est qu'il y a eu tout ce temps qui a permis l'écriture de cet acte. Vous disiez que, effectivement, je fais appel souvent aux travaux du grand philosophe français, René Girard. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise familiale, en ajoutant cette variable au sein de la théorie des organisations, finalement, la famille, il y a tous les conflits que l'on peut retrouver, et en particulier la prise en considération, je dirais, de dyades particulières, c'est-à-dire des relations entre deux personnes qui méritent qu'on s'y intéresse et qui peuvent conduire à la disparition de l'entreprise familiale. Par exemple, père-fils, mère-fille. Père-fils, mère-fille, et au sein de la fratrie, entre frères et sœurs. Père-fils. Je parle du complexe de Laios. On connaît surtout Oedipe, mais moi je m'intéresse au père d'Oedipe, finalement, qui avait demandé à ce qu'on tue son fils. C'est parce qu'il n'a pas été tué, mais vous voyez, il y avait cette relation. Alors, oui, quelquefois, le père cherche à, entre guillemets bien sûr, tuer son fils, c'est-à-dire la dégradation des rapports. Pourquoi? Parce que d'un sentiment mimétique, on peut passer tout de suite à une haine, un sentiment de haine, parce que chacun voit dans l'autre l'obstacle. Bien sûr. Et les exemples sont nombreux. On peut citer, si vous voulez, que effectivement, dans les entreprises, on a vu parfois, effectivement, ce type de conflit apparaître et conduire au fait que l'enfant, le fils, quitte l'entreprise. Et finalement, le père n'a rien fait pour retenir ce fils. Mère-fille, on est sur des... Le complexe d'Électre. Je n'ai pas cité les exemples nombreux, la presse a alimenté, si vous voulez. On pense à certaines affaires, oui. On parle à certaines affaires douloureuses pour certaines, même qui ont cerné, vous voyez, plutôt que d'évoquer les affaires bien connues de certains grands groupes mondiaux, je pense toujours à l'affaire du Palais de la Méditerranée, l'affaire Leroux. L'affaire Leroux, les conflits entre la mère, après la disparition du père, et de la fille, ont conduit d'ailleurs finalement à une fin tragique de la fille. C'était bien un complexe d'Électre, ce que je dis, un conflit ouvert entre la mère et la fille, malheureusement significatif de bon nombre d'entreprises familiales. Entre fille et père, ça existe aussi, entre fille et père aussi. Souvenons-nous de Calacoste, par exemple, où même s'il y a eu une réconciliation émouvante ces derniers temps, au niveau de la famille d'Herzog. Donc, vous voyez, je cite des cas très connus. Et puis, il y a aussi les conflits entre frères, ce que j'appelle le complexe de Caïn. C'est-à-dire, là, on a malheureusement beaucoup d'exemples, si vous voulez, et je félicite le journal Les Échos d'avoir cet été publié une série, une saga, sur des histoires familiales, et en particulier d'avoir évoqué beaucoup d'exemples très célèbres d'entreprises familiales qui ont disparu du fait des conflits entre frères. Ce qui signifie... Notamment le cas le plus connu, je crois, qui est Gucci, l'affaire des frères Gucci. Alors, c'est tout à fait passionnant. Des chapitres portent sur la profondeur généalogique des entreprises familiales et le lien avec la performance. On pense bien qu'au moment de la succession, ça peut très mal finir.
en d'autres termes. Donc tout ça, on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire que ça peut y avoir des dérives qui conduisent effectivement à la liquidation si la succession n'est pas préparée, si les rivalités ne sont pas gérées. Si... Tout à fait. Vous évoquez le problème qui est pour moi au centre des problèmes de gouvernance de l'entreprise familiale. C'est celui de la transmission. Jamais autant qu'à ce moment-là, le désir de pérennité n'a été aussi fort. Et pourtant, je dirais que jamais autant qu'à ce moment-là, le risque de disparaître n'a été aussi élevé. Et cela, quelle que soit la taille de l'entreprise. Vous voyez, j'évoque avec beaucoup de respect un très grand chef d'entreprise français qui était M. de Margerie, et qui nous a quittés dans des circonstances très pénibles, je dirais très tristes. Dramatique. Et le groupe Total, en 2 jours, a réagi. C'est 2 successeurs pour l'instant, mais un seul dans un an. On est loin de ce qui se passe souvent dans l'entreprise familiale. Au moment de la disparition brutale du dirigeant, souvent aucun plan de transmission n'a été préparé. Il n'existe pas d'organigramme de succession. Parce qu'on touche aux dimensions psychologiques de la transmission. Le problème de la transmission, ce n'est pas un problème juridique. Beaucoup de textes de loi ont été faits pour favoriser juridiquement et favoriser le capitalisme d'héritier. On sait faire les montages financiers. On connaît l'ingénierie financière et fiscale et juridique. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau des problèmes psychologiques. Hein? Et c'est là où on rencontre aussi même les problèmes entre père et fils. Est-ce que le père veut véritablement, même s'il le dit, il y a des exemples français d'un très grand groupe, je ne peux pas le citer, mais j'y pense tellement dans l'aéronautique, qui sont des exemples flagrants, si vous voulez. Absolument. Hein? On a vu ça, le père qui est mort et la transmission a été réglée au moment entre frères et sœurs, plus ou moins bien. Et le même problème se repose. Je veux dire, c'est une caractéristique de l'entreprise familiale, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Beaucoup d'entreprises pourraient disparaître, malheureusement, parce que les problèmes de transmission ne sont pas réglés, et que la disparition brutale du chef d'entreprise suppose souvent les conflits, font apparaître les conflits, les rancœurs passées, les luttes claniques, tout ressort. Bien sûr. Les entreprises familiales, défis et performances. La première de ces performances, si l'on vous suit, étant sans doute d'avoir pour un dirigeant d'entreprise familiale la capacité à imaginer l'entreprise sans lui aussi, ou après lui. Si vous me permettez de répondre, je pense que oui. Et puis surtout, au-delà de la succession dans le cadre familial, pensez qu'il y a aussi des entreprises familiales qui sont dirigées par des membres qui ne sont pas issus de la famille. Et je pense que c'est là une adaptation de l'entreprise familiale à la réalité du monde actuel. C'est le cas d'une entreprise comme... Et je salue Michelin qui aujourd'hui est dirigé par un non-membre de la famille. Édouard Michelin était un très grand chef d'entreprise auquel je rends hommage également. Ils ont su aujourd'hui, après un passage des membres de la famille éloignés, trouver un dirigeant hors des membres de la famille. Je me souviens quand même d'une époque aussi où l'entreprise Peugeot a eu de très grands chefs d'entreprise, très grands dirigeants qui n'étaient pas issus de la famille et qui avaient su guider cette entreprise vers la performance et relever les défis de son temps à l'époque. Gérard Hérigoyen, les entreprises familiales, défis et performances aux éditions Economica. Merci de votre visite. Merci à vous.